Bienvenue dans un nouvel épisode les amis. Dans cet épisode on va parler des lengthened partials ou long length partials, deux termes qui sont souvent utilisés de manière interchangeable. Alors c'est un thème qui est vraiment à la mode en ce moment, principalement dans l'industrie aux États-Unis, et je pense que ça va venir en France dans voilà, les prochains mois, les prochaines années. Ça va être le truc du moment. Vous savez, on a toujours du retard, mais vous avez le Case Show et vous avez votre gars Kev qui aborde ce sujet depuis plusieurs années maintenant. Donc je vais me permettre d'en parler vu que je suis assez familier avec le tout. C'est vraiment le hot topic du moment. Il y a beaucoup de débats, beaucoup de controverses. Je vais vous faire un petit historique, mais déjà que vous soyez familier avec le tout. Lorsqu'on parle de lengthened partials, c'est-à-dire répétition partielle dans les positions allongées, eh bien on fait référence ici au fait de faire des demi-répétitions lorsque nos tissus sont étirés. Et l'idée est de dire, ou toute la controverse a été amenée par le fait que ça a été prouvé que ça amenait des gains supérieurs ou similaires aux amplitudes de mouvement complètes. Et du coup, ça vient chambouler complètement le débat qu'il y a eu pendant longtemps entre faire des demi-reps ou faire des amplitudes de mouvement complètes. Mais quoi qu'il en soit, je vais vous refaire l'historique pour que vous soyez à jour. Je vais vous dire, cet épisode va être un peu technique et je vais garder certains aspects technique et formel, mais je vais essayer de vulgariser le tout pour que l'on puisse comprendre. Et je vais vraiment essayer de transformer cet épisode en une espèce de masterclass où je vais vous dire tout ce qu'il faut savoir en espérant ne rien oublier. Voilà pourquoi j'ai pris quelques notes, j'ai pas le temps de tout faire. Mais sachez que c'est un sujet que je pense maîtriser plutôt bien. J'ai lu pas mal de recherches là-dessus depuis plusieurs années. J'ai lu les dernières recherches à l'heure actuelle et je pense être assez calé sur le sujet pour pouvoir m'exprimer de manière cohérente et intelligente avec l'expérience empirique, anecdotes sur moi-même, sur des dizaines de clients et également sur justement la littérature scientifique. Parce que pour moi, figurez-vous, ce n'est pas nouveau. Quoi qu'il en soit, eh bien, on va aborder justement ces lengthened partials. On va parler d'un mécanisme qui s'appelle le stretch mediated hypertrophy. Donc en anglais, enfin traduit en français, ça veut dire hypertrophie médiée par l'étirement. Donc c'est-à-dire les gains en termes de prise de masse musculaire. Pour être plus précis, on va définir ces termes-là dans un instant, le terme hypertrophie. Grâce à un étirement, ok. Et le postulat de beaucoup d'influenceurs fitness, eh bien, c'est que le meilleur moyen de prendre du muscle serait de travailler avec des répétitions partielles dans les positions d'étirement. Et c'est vraiment devenu à la mode. Je vous le dis, c'est marrant parce que dans l'industrie, on fait toujours des va-et-vient dans les extrêmes. Et vous allez voir que moi, je n'aime pas les extrêmes. J'aime la nuance et j'aime savoir pourquoi on fait un truc plutôt que toujours parler dans l'absolu. Et ça m'a un peu saoulé de voir tous les influenceurs qui d'un camp commencent à dire qu'on fait que des répétitions partielles et là ils nous montrent tous les exercices en position d'étirement, des répétitions partielles, et dans l'autre camp on a des gens qui viennent dire non c'est faux, on ne doit pas ramener tous ces muscles en position d'étirement pour avoir un maximum de gains. Et la vérité, encore une fois, se trouve au milieu, mais les deux se chamaillent sans comprendre ce qu'il faut extrapoler de ces informations, ok. Donc la question qu'on va se poser, c'est quelle est la meilleure amplitude de mouvement qu'il faut utiliser pour prendre du muscle, et on va essayer de discuter également des autres aspects au-delà de l'hypertrophie, bien entendu, parce que vous me connaissez, je suis préparateur physique, je vois le tout à travers la prise de muscle, certes, mais surtout à travers la performance et le bien-être, la santé, la longévité. Je pense que c'est vraiment ce qui fait la différence avec mon approche, et je pense que c'est pour ça que je réussis plutôt bien, c'est que j'ai réussi à aller le tout, alors que tout le monde s'attarde que sur la prise de muscle, la performance au détriment de tout le reste. Il y a la prise de muscle au détriment de la santé, au détriment de la performance au détriment de la prise de muscle, alors que pour moi on n'a pas à choisir, on doit savoir exactement simplement quand on utilise quoi. Et je pense que c'est mon point fort et c'est pour ça qu'on m'engage et que ça fonctionne. Donc j'espère que ça pourra fonctionner pour vous également si vous utilisez ces informations de la bonne des façons. Donc commençons par un petit historique, je le dis à chaque fois. Retracer l'historique des choses, c'est vraiment ce qui nous aide à comprendre pourquoi on réfléchit d'une certaine façon, pourquoi on a un certain raisonnement et pourquoi on a certaines conclusions sur certaines théories. C'est très important de toujours retracer le tout, ok. Donc par le passé, comme j'ai dit, il y a eu de gros débats sur les amplitudes de mouvement et on cherchait souvent à opposer les amplitudes de mouvement complètes aux amplitudes de mouvement partielles. Mais les amplitudes de mouvement partielles étaient souvent catégorisées par les amplitudes de mouvement dans la position de raccourcissement. Donc lorsque le muscle était complètement raccourci. Et pourquoi on s'attardait sur justement le fait que le muscle était complètement raccourci? Parce qu'on a observé, entre autres avec plusieurs études OMG, qu'on avait une grande activation lorsque le muscle était complètement raccourci. Donc on s'est dit, hey, si c'est là qu'on a la plus grande activation musculaire, eh bien forcément c'est là qu'on crée le plus de muscles. Donc je pense à mon biceps, si je fais ce qu'on appelle un concentration curl,
pardonnez-moi encore une fois, beaucoup d'anglicisme, je vais essayer de traduire au maximum, mais en gros, quand on fait ses biceps, quand on arrive tout en haut ici, le concentration curl, c'est le classique là, vous voyez Arnold qui est posé, vous posez votre bras sur votre cuisse et vous montez, et tout en haut, c'est là que vous sentez au maximum la contraction. Pareil pour le hip thrust, vous contractez, vous raccourcissez au maximum ces tissus, et là on a la plus grande activation, pas pour tous les muscles, mais pour quasiment tous les muscles, et du coup, ces études OMG, comme je l'ai dit, nous ont pensé à croire que c'était vraiment ce qu'il y avait d'optimal, vu que en surface, ça a l'air plus intéressant, vu qu'on a une plus grande réponse nerveuse. Et du coup, on a testé, ok, quels sont les gains offerts par des exercices exécutés avec amplitude de mouvement complète et les exercices utilisés avec amplitude partielle dans la position raccourcie. Et à notre plus grande surprise, eh bien, on a vu que l'amplitude complète offrait beaucoup plus de gains, ou des gains significatifs du moins, pas beaucoup plus parce que ça serait exagéré ici, des gains significatifs par rapport aux amplitudes raccourcies. Et c'est là que l'arrivée de l'amplitude complète de mouvement est arrivée, et que peut-être vous êtes tombé dans ce camp également, en disant oh, que amplitude de mouvement complète, sinon nos reps, etc. C'est là qu'on a eu tous les juges en disant ouais, ça c'est nos reps, ça compte pas, amplitude de mouvement complète, si tu descends pas en bas tout en squat, ça sert à rien, etc. etc. Okay, donc vous l'aurez compris, ça vient vraiment de là. Et ça, c'est un point qui est très important parce que j'ai toujours vu les influenceurs fitness parler des et ils montrent les EMG, et il y a des trucs intéressants à retirer, mais il faut savoir exactement comment le faire, et je critique ça depuis longtemps. Il y en a beaucoup qui m'ont déjà posé la question par rapport à, comment il s'appelle l'influenceur français qui fait du bon taf d'ailleurs, Nassim Saïli, qui à l'époque justement, encore une fois, je ne connaissais aucun de ces influenceurs, comme vous savez, je suis pas trop connecté dans le monde francophone, comment ils appellent ça déjà, le fit game francophone, et du coup, on parlait des études OMG. Oui, mais lui, il fait études OMG, ou l'autre américain études OMG. Et j'ai toujours dit que ce n'était pas représentatif, justement, des gains hypertrophiques. La preuve, on a des activations au niveau des résultats OMG qui sont moins importants sur une amplitude complète de mouvement éventuellement, mais qui offrent quand même des gains supérieurs en termes de force et en termes d'hypertrophie. Donc encore une fois, il faut savoir interpréter ces informations. Quoi qu'il en soit, l'amplitude de mouvement complète, c'était vraiment le truc à faire, et les amplitudes partielles complètement à négliger. Et moi, j'ai commencé à travailler avec des amplitudes partielles il y a plusieurs années. Okay, et je vous invite à aller checker, même remonter dans ma page Instagram. Je faisais des répétitions, par exemple des lat pull down ici avec l'humérus, donc le bras en abduction, ok, que en amplitude partielle. Je me rappelle les gars qui commentaient, des gens de l'industrie, ils disaient oh, tu fais des amplitudes partielles, etc. Là, là. Tu fais des demi-reps. Et même sur ma chaîne YouTube, eh bien, je vais montrer comment ajuster justement le profil de résistance de différents exercices pour biaiser justement ces positions d'étirement, travailler en demi-répétition, mais pas dans la position raccourcie, mais dans la position où on étire au maximum. Je vous invite à aller checker ça. J'ai parlé des abdos, j'ai fait des vidéos sur les abdos, j'ai fait des vidéos sur les deltoïdes postérieurs, deltoïdes latéraux, médians, en prêchant exactement ce truc-là il y a plusieurs années. Et pour la petite anecdote, encore une fois, c'est ce que je vais aborder là. Je l'ai abordé dans mon programme mentorship, le séminaire en présentiel, que je rappelle, j'ai construit en 2019. Donc vous voyez, on est en 2019 et c'est en 2024 que les choses arrivent. Parce que c'est vraiment nouveau tout ça. Il y a quelques années, je l'ai mentionné d'ailleurs, quand il y a eu cette première étude sur les lengthened partials, où j'ai rigolé. J'ai dit les gars, moi j'ai compris ça il y a des années. Et comment j'ai compris ça? Parce que les gens pensent que je sors ça de mon chapeau. Je sors pas ça de mon chapeau. Bien entendu, vous me connaissez principalement, beaucoup me connaissent pour le travail de mobilité. C'était mon dada, c'est ce pourquoi je suis principalement connu. Et bien entendu, pour m'attarder sur le travail de mobilité, j'ai dû commencer à faire mes recherches sur le stretching. Non seulement stretcher, bien entendu, parce que je suis de ceux qui font ce qu'ils prêchent avant de prêcher, parce qu'il faut être son premier cobaye, il faut être sa première success story. Mais j'ai lu énormément d'études sur le stretching et j'ai observé plusieurs choses. Alors, en lisant ces études sur le stretching, j'ai pu observer que suite à des positions tenues en fin d'amplitude de mouvement pendant un certain temps, on observait pas seulement des gains en termes de souplesse, mais des gains hypertrophiques. Et à ma plus grande surprise, j'étais là, comment ça se fait? Comment ça se fait que passivement, on tient une position de stretch et, entre guillemets ici, on prend du muscle, ok? Et c'est là que j'ai eu cette première révélation. Je me dis, ok, cool. Ensuite, j'ai fait beaucoup de recherches sur le travail en isométrie. Travail en isométrie, pour ceux qui ne sont pas familiers,
crée une contraction, mais dans une position qui est statique, où il n'y a pas de changement de longueur au niveau du muscle. Et j'ai pu observer également qu'il y avait des gains bien particuliers en fonction des amplitudes de mouvement dans lesquelles on travaillait. J'ai pu observer, entre autres, ce qui a été la plus grande révélation, c'est qu'en travaillant en fin d'amplitude de mouvement, c'est-à-dire lorsque un muscle est complètement étiré, lorsqu'on produit de la force dans cette position-là, eh bien, il y a une adaptation qui va être faite sur la plus grande partie du muscle. Et ça a du sens ici parce que lorsqu'on étire un muscle d'une insertion d'une autre insertion, donc lorsqu'on étire le muscle complètement, et bien en fait ce qu'on fait, c'est qu'on place de la force sur la plus grande quantité du tissu. Alors que lorsqu'on le fait activement, on sait que lorsqu'on produit de la force activement dans une amplitude qui n'est pas celle en fin d'amplitude de mouvement, et bien on a des adaptations qui vont être localisées. Tout va être angle spécifique. Je sais que pour certains ça va être un peu complexe, mais si vous m'écoutez bien et vous réécoutez le tout, et bien ça peut vous aider. Ceux qui sont du milieu, bien là je vous passe du free game les amis, et je décortique tout ça dans mon programme mentorship, dans le séminaire en présentiel. Et ça me rassure de voir tout ça parce que je me dis, Kev, à l'époque tu disais que tu avais 5 à 8 ans d'avance. Et j'ai littéralement 5 à 8 ans d'avance, même sur ces littératures scientifiques. Parce que tout ce que je vais vous dire, même en relisant encore hier soir, j'ai passé 3 heures à lire des études, et bien je me suis dit, Kev, vraiment, mon gars, chapeau bas. On doit se féliciter quand on fait les choses bien, on doit se dire qu'on ne fait pas bien. Quoi qu'il en soit, eh bien j'aborde ce sujet depuis longtemps. J'ai compris que la fin d'amplitude de mouvement, au final, étirer ses tissus, ce n'était pas passif. Et c'est pourquoi, je le dis depuis des années, je pense être l'un des premiers, si ce n'est le premier, parce que même dans le monde à l'époque anglo-saxon, quand je faisais partie justement du monde un peu FRC, j'étais un des censé être des master instructeurs, mais j'ai décidé de me séparer de l'institution. Eh bien, je disais, hey, le stretching passif, ce n'est pas passif, parce qu'en fait, quand on place de la tension sur nos tissus, eh bien, on a de la force qui est transmise, on a cette tension mécanique qui va créer justement des gains qu'on pourrait observer également lorsque on fait des contractions, lorsque on travaille normalement, en gros, lorsqu'on applique de la résistance avec une contraction concentrique ou excentrique. Okay, donc vous l'aurez compris, ce sont ces deux recherches là sur le stretching, le travail en fin d'amplitude de mouvement, et sur l'isométrie dans différents angles et en fin d'amplitude de mouvement, qui m'ont permis de constater qu'en fait, pour maximiser les gains, eh bien ce qu'on voulait faire, c'était combiner les deux, c'est-à-dire amener ces tissus en fin d'amplitude de mouvement, produire de la force proche de cette amplitude de mouvement pour qu'il y ait un plus grand transfert de force sur la plus grande quantité de muscles, ce qui va ensuite nous amener à une plus grosse prise de masse musculaire, une plus grosse hypertrophie. Donc c'est de là que vient tout mon raisonnement. Avant que le terme Lengthen Partial existe, ça n'existait pas, encore une fois, c'est pour ça que je ne l'ai jamais utilisé. Avant que le terme Stretch Mediated Hypertrophy soit vraiment à la mode, on le voyait dans la littérature sur le stretching, mais c'était pas à la mode, c'était même pas un truc qui était vraiment utilisé. Donc voilà le petit historique pour que vous compreniez pourquoi je parle de ça depuis plusieurs années. Ne croyez pas ce que je dis. Allez checker mes vidéos, vous allez voir les dates. Je vous dis, ces études-là, ça sort de cette année. Là, ces influenceurs, c'est comme maintenant. Et il y en a qui vont vous partager des trucs que moi, je dis depuis. Donc allez checker sur ma chaîne YouTube les vieilles vidéos sur mon compte Insta, et vous allez voir que ce que je dis, c'est véridique. Quoi qu'il en soit, pour mieux comprendre tout ce que je vais vous dire ici, il y a quelques concepts à connaître. On va commencer par parler de l'anatomie. Alors l'anatomie, vous l'aurez compris, on parle ici de la composition de notre corps au niveau de plein de tissus. Mais je vais vous la faire très simple. En gros, on va s'attarder sur le muscle, c'est ce qui nous intéresse. Et le muscle est composé sous forme de couches. Donc il faut penser à ça comme des tuyaux. On a des tuyaux dans lesquels il y a un tuyau, dans lequel il y a un tuyau, dans lequel il y a un tuyau. Okay, c'est vraiment comme ça que le tout est organisé. Et quoi qu'il en soit, nous, on va s'attarder sur les vaisseaux qui sont composés de fibres musculaires. Au sein de ces fibres musculaires, on a donc ces sous-tuyaux qu'on appelle les myofibrilles. Et au sein de ces myofibrilles, eh bien, on va retrouver l'unité contractile de nos tissus musculaires qu'on appelle le sarcomère. Okay, c'est dans ce sarcomère qu'on retrouve les protéines qui vont être responsables de notre contraction de force et qui vont nous permettre donc d'exercer cette énergie et qui va résulter en plusieurs adaptations. Okay, donc c'est simplement ce qu'il faut connaître, c'est important parce qu'on va aborder ça dans un instant, enfin au fur et à mesure de cet épisode. Ensuite, on va parler d'hypertrophie. Alors l'hypertrophie, dans le langage courant, on parle de prise de masse musculaire, mais on peut être beaucoup plus précis. Et dans la littérature, il y a plusieurs débats par rapport à l'hypertrophie. Qu'est-ce qu'on considère comme étant de l'hypertrophie? Qu'est-ce qui n'est pas de l'hypertrophie? Donc pour être un peu plus précis, eh bien, on doit comprendre que l'hypertrophie, c'est un processus qui est lié à la fibre musculaire uniquement. Et c'est un concept qui est très important à garder en tête. Pourquoi? Parce que lorsque on va travailler en position d'étirement, et d'ailleurs pour ceux qui font mon programme mentorship, encore une fois, un truc que j'ai dit dans un
un des modules qui est, encore une fois, véridique. Si vous êtes un kiné, les gars, faites mon programme, les gars. Je sais pas quoi vous dire. Je vous ai donné tellement de free game que quand je relis tout ça, je me dis, les gars, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Les inscriptions sont ouvertes, je crois qu'il reste 10 places. J'ai même pas checké tellement je suis occupé. Mais, les gars, je parle de ça depuis longtemps. Lorsque vous travaillez en position d'étirement, eh bien, vous allez avoir des gains d'hypertrophie, on va y parler dans un instant. Un type bien précis, mais vous allez avoir un ajout d'autres tissus. Pas uniquement une adaptation au niveau des fibres musculaires, mais également des adaptations au niveau d'un dépôt de collagène, etc., etc., etc. Donc c'est super important à garder en tête. Mais c'est important également à distinguer des autres types d'hypertrophie. Parce que lorsqu'on va travailler en fin d'amplitude de mouvement, on va prendre plus de masse, mais cette masse totale n'est pas uniquement liée à cette croissance au niveau des fibres musculaires. Or, dans la littérature scientifique, eh bien, tout ce qu'on va catégoriser comme hypertrophie n'est que le résultat des adaptations au niveau des fibres musculaires. Ça, c'est important à distinguer. Donc, revenons-en à nos moutons. On a 3 types d'hypertrophie pour être le plus précis possible. On a ce qu'on appelle l'hypertrophie sarcoplasmique qui consiste en une augmentation du sarcoplasme. Et cette hypertrophie est très peu est controversée dans le sens où on n'a pas vraiment d'informations là-dessus. On ne sait pas vraiment expliquer quand est-ce que cette hypertrophie a lieu, comment on peut l'avoir en isolation. Est-ce qu'on arrive vraiment à la dissocier des autres types d'hypertrophie? C'est un peu complexe. Par le passé, eh bien, encore une fois pour l'historique, on associait cette hypertrophie sarcoplasmique à de l'entraînement d'endurance parce qu'on avait observé que chez les athlètes d'endurance, eh bien, ils avaient une hypertrophie sarcoplasmique qui était beaucoup plus prononcée que chez les athlètes de musculation qui avaient plutôt un autre type d'hypertrophie qu'on va aborder dans un instant. Et du coup, on a décidé dans la pratique des choses que lorsqu'on travaillait avec des répétitions élevées, on allait favoriser une hypertrophie sarcoplasmique plutôt que des autres types d'hypertrophie. D'où l'idée de travailler avec des répétitions élevées, d'accord? Peut-être vous avez entendu des bodybuilders old school vous dire ça. Travailler avec des répétitions élevées, ça va favoriser l'hypertrophie sarcoplasmique, alors que si vous travaillez avec des charges lourdes, vous allez plutôt avoir une hypertrophie qui va être myofibrillaire. On va aborder ça dans un instant, ok? Et on s'est avéré avec le temps où la recherche nous dit que c'est pas vraiment le cas. Okay, on ne sait pas vraiment comment ça fonctionne, donc on n'est pas très sûr. Au final, est-ce que c'est important? C'est pas très important dans la pratique, selon moi. Travailler avec les deux. Donc, quoi qu'il en soit, on a le deuxième type d'hypertrophie qu'on appelle l'hypertrophie longitudinale. Okay, et cette hypertrophie qui va être également utilisée de manière interchangeable par le fait de rajouter, ou je dois corriger ça, cette hypertrophie longitudinale est caractérisée par le fait que l'on rajoute plus de ces unités contractiles au niveau de nos fibres musculaires. Donc je l'ai dit, on a la fibre musculaire, les myofibrilles, et au sein des myofibrilles, on a ces unités contractiles qu'on appelle les sarcomères. Et donc on va rajouter plus d'unités contractiles, plus de sarcomères en série. Et c'est ce qu'on appelle sarcomerogenesis en anglais. Donc la sarcomérogénèse, le terme traduit ici en français, on rajoute simplement plus de sarcomères, plus d'unités contractiles au niveau de nos fibres musculaires. Et ça a certaines implications qu'on va aborder plus tard dans l'épisode. Ok ? Quoi qu'il en soit, on a du coup la troisième hypertrophie ou le troisième type d'hypertrophie qu'on appelle l'hypertrophie. Alors il y a plusieurs termes dans la littérature qu'on appelle hypertrophie myofibrillaire dans le jargon, ou hypertrophie radiale, ou hypertrophie transversale. Ce qu'on appelle dans la littérature radio hypertrophy ou transverse hypertrophy. En gros, pourquoi on l'appelle comme ça? Parce que quand on voit le résultat de cette hypertrophie myofibrillaire, ce qu'on observe, c'est qu'on observe à l'opposé de l'hypertrophie longitudinale où on rajoute des sarcomères en série, donc au sein de notre fibre musculaire, on rajoute plus, ou de nos myofibrilles de sarcomères en série, et bien là, ce qu'on observe, c'est qu'on rajoute plus de myofibrilles en parallèle. Donc on voit, je vous l'ai dit, on a notre fibre musculaire. Au sein de nos fibres musculaires, on a plusieurs petits tuyaux qu'on appelle les myofibrilles. Et on a de l'espace entre ces myofibrilles, si on veut. Et là, en fait, on vient combler cet espace en rajoutant des myofibrilles entre justement cet espace qui vient gonfler la fibre musculaire et dans sa totalité vient gonfler le muscle. Et c'est pour ça qu'on observe une augmentation au niveau du diamètre de nos fibres musculaires et ainsi de nos muscles, de nos groupes musculaires lorsque l'on fait face à cette hypertrophie radiale, transversale, myofibrillaire. Okay, et ça, vraiment, c'est important à distinguer d'un point de vue observation. On a une certaine observation avec l'hypertrophie myofibrillaire qu'on n'a pas avec l'hypertrophie longitudinale et qui est sarcomerogenesis, sarcomérogénèse. Okay, voilà, très important à garder en tête ces concepts, on va revenir dessus dans un instant. Troisième concept ici important à comprendre est la relation tension-longueur. Ça, c'est peut-être le concept le plus important à comprendre parce que ça vient chambouler tout ce que l'on croyait être vrai, tout ce que vos influenceurs fitness
qui sont soi-disant calés sur le domaine vous disent, il y a du vrai, mais il y a beaucoup de trucs qui doivent être remis à jour. Et en gros, la relation tension-longueur décrit simplement l'expression de force d'un muscle en fonction de sa longueur. C'est un peu une formule mathématique qui nous est donnée sur forme de tableau, et ça nous montre que en fonction de la longueur du tissu, on arrive à exprimer une certaine quantité de force. D'accord? C'est simplement ce que ça veut nous dire. Et là, on observe deux types de tensions qui peuvent être ressenties au niveau de notre muscle. D'un côté, la tension passive, et de l'autre côté, la tension active. La tension passive, quand on ne contracte pas nos muscles volontairement, et la tension active lorsque l'on cherche à générer de la force volontairement. Et lorsque on s'attarde sur la tension passive, eh bien il s'avère que plus on étire notre muscle, plus le muscle va ressentir de la tension. Et rappelez-vous, ce qui génère de l'hypertrophie, le signal principal, eh bien c'est la tension mécanique. J'aurais dû peut-être commencer par ça. La tension mécanique, c'est le facteur clé qui dit à votre corps, hey, j'ai reçu ce signal, on doit créer plus de muscles, on doit créer plus de X, Y, Z. Pas que le muscle, mais en l'occurrence, on parle du muscle ici, ok? Donc, ici, quand on étire passivement, plus on étire, plus le muscle est étiré, eh bien, plus il ressent de la force et plus ça va créer certaines adaptations. À l'opposé, lorsque on contracte nos muscles, plus le muscle arrive en fin d'amplitude de mouvement, eh bien, moins il est apte à produire de la force. Plus il est raccourci, moins il est apte à produire de la force. Il est apte à produire la plus grande quantité de force, théoriquement, lorsqu'il est en milieu d'amplitude de mouvement, lorsqu'il est à ce qu'on appelle son état de repos. Et ça, c'est très important également parce qu'on va revenir dessus. Lorsque le muscle est à son état de repos, c'est là qu'il peut produire théoriquement la plus grande quantité de force. Et tout ça, c'est basé justement sur une théorie qu'on appelle de Sliding Filament Theory, qui a été revisitée, qu'on va aborder également dans un instant. Mais en gros, c'est dans cette position-là que nos unités contractiles sont les moins étirées, les moins raccourcies, et sont dans une position qui permet de créer une connexion appropriée entre les deux filaments de protéines au sein de cette unité contractile qu'on appelle la myosine et l'actine, et qui vont nous permettre donc de raccourcir le muscle et de produire un maximum de force parce qu'on est dans une longueur qui est dite optimale. Et si on produit un maximum de force, on génère un maximum de tension, et donc on peut produire plus de gains en termes d'hypertrophie. Encore une fois, gardez tout ça en tête, c'est complexe, mais ça aura du sens dans un instant. Okay? Donc c'est simplement ce qu'il faut connaître ici, c'est qu'on a une tension qui peut être passive et une tension qui peut être active, et qu'on a une relation qui est tout simplement inverse ici. Plus on arrive en fin d'amplitude de mouvement, moins on peut produire de la force activement, mais passivement, plus on arrive en fin d'amplitude de mouvement, plus on reçoit cette tension mécanique, et donc il y a des adaptations qui vont être créées. Parlons maintenant de ce phénomène de Stretch Mediated Hypertrophy, hypertrophie médiée par l'étirement. Alors comme je l'ai dit, pour comprendre ce phénomène-là, eh bien, on doit s'attarder sur les études qui analysent ce qui se passe lorsque on place simplement un étirement, lorsqu'on enlève toute contraction volontaire. Donc j'ai dit, on ne cherche pas à produire de la force en isométrie, et on ne cherche pas à faire des va-et-vient, des contractions concentriques et excentriques. Simplement, lorsqu'on tient une position de stretch et d'étirement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce qu'on observe, c'est qu'il y a un changement donc en étirement au niveau de nos muscles, et on observe que on a un ajout de sarcomère au niveau de la fibre musculaire. D'où le phénomène de sarcomerogenesis, sarcomérogénèse. On va simplement, lorsqu'on étire nos muscles, on va rajouter plus de sarcomères. Et ceci va avoir une implication. C'est ce qui va dicter cette hypertrophie longitudinale. C'est un type d'hypertrophie. Mais de 1, eh bien, ça ne va pas changer le diamètre de notre muscle. Parce qu'on l'a dit, ce qui va changer vraiment le diamètre et l'épaisseur de notre muscle au sein de simplement l'épaisseur des fibres musculaires va être l'hypertrophie myofibrillaire. La deuxième implication, c'est que ça va changer la relation tension-longueur, ce qui veut dire qu'on va être capable de produire plus de force en fin d'amplitude de mouvement. Okay? Je vous l'ai dit, normalement, en fin d'amplitude de mouvement, c'est là qu'on arrive à produire le moins de force. Mais si on a rajouté plus de sarcomères en série, ce qui veut dire que plus on est loin cette fois-ci, plus on a appris, on a envoyé ce signal à notre corps pour dire, tu vois là, avant quand tu étais loin, tu arrivais à produire X quantité de force. Maintenant, j'ai créé les adaptations nécessaires en rajoutant plus d'unités contractiles en fin d'amplitude de mouvement. Eh bien, tu vas être capable de produire plus de force là où tu ne pouvais pas en produire par le passé. D'accord? Et ça, c'est très, très, très important. Ok? Et là, ça me permet de rebondir sur ce que j'ai abordé rapidement avant. Souvent, ce que vous allez entendre dire, principalement pour ceux qui sont des fanatiques de la morpho-anatomie, c'est de vous dire que
encore une fois, on ne veut pas travailler parfois en fin d'amplitude de mouvement. C'est un peu contradictoire. Vous savez quoi, je vais faire mon prochain épisode sur cette morpho-anatomie parce que j'ai jamais abordé correctement et je pense que ça vaut le coup de faire bien parce qu'il y a des trucs qui sont bien et il y a des trucs qui, selon moi, ne sont pas avérés vrais. Maintenant, pour revenir à cette théorie-là, souvent on va dire oui, ne travaille pas en fin d'amplitude de mouvement parce que en fin d'amplitude de mouvement, eh bien c'est là que tu arrives à produire le moins de force, ok? Et donc si tu arrives à produire le moins de force, eh bien en plus tu peux te blesser et en plus de ça, eh bien c'est pas là que tu vas construire le plus de muscles. Et encore une fois, en surface, ça a l'air vrai. En surface, ça a l'air vrai parce que on se dit, tu sais quoi, si là tu n'arrives pas à produire de tension, bah forcément si la tension mécanique c'est le résultat numéro 1 qui va créer du muscle, eh bien tu vas pas pouvoir créer de muscle. Malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que cette théorie du filament, attends, je sais même comment on dit ça. Comment on appelle ça? La théorie du filament glissant. Sliding filament theory. C'est le terme que je cherchais. Encore une fois, je dois étudier en anglais, donc je ne connais pas vraiment les termes en français. Je me sens dans l'obligation de tout traduire à chaque fois. Donc j'espère que le terme est correct ici. La théorie du filament glissant nous dit, comme je l'ai dit, qu'au sein de cette unité contractile, on a ce filament de protéines de myosine et le filament de protéines d'actine. Et lorsque on va créer une contraction volontaire, eh bien on va créer des ponts, on va former des ponts croisés entre ces deux protéines. Okay, et lorsque ces unités contractiles sont dans une longueur qui est dite optimale, qui est la longueur de repos et qui est le milieu d'amplitude de mouvement, et bien c'est là que vous allez pouvoir générer le plus de tension. Malheureusement, cette théorie des filaments, sliding filament theory, la théorie du filament glissant, a été revisitée. Et pourquoi elle a été revisitée? Elle a été revisitée en montrant que, au final, pratiquement parlant, c'était faux parce qu'on observait plus de gains lorsque on étirait nos tissus, et ça, indépendamment de nos insertions, de nos longueurs osseuses, etc. Peu importe vos longueurs osseuses, quand on étire un tissu, on étire un tissu. Ce qu'il faut, c'est simplement étirer le tissu sans le mettre dans le contexte d'un exercice. Donc, quand on étire le tissu, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on a cette théorie des filaments, du filament de glissage. je vais réussir avec cette traduction-là. Sliding filament theory. Eh bien, en fait, on a une molécule en plus qui vient s'ajouter à notre théorème. Et cette molécule s'appelle le Tintin ou Tintin. Je ne sais pas exactement comment on l'appelle. C'est très complexe ici. Mais en gros, on a, lorsqu'on se rapproche de cette fin d'amplitude de mouvement, on a cette molécule en plus qui vient faire surface et qui vient entourer ces filaments de myosine et d'actine et qui vient ensuite relâcher de l'énergie. Et par conséquent, lorsqu'on se rapproche de cette fin d'amplitude de mouvement, eh bien, c'est à ce moment-là qu'on va expérimenter le moment de force le plus élevé. En anglais, dans la littérature, ce qu'on appelle le torque. Et donc, contrairement à ce qu'on nous a dit depuis le début en se basant sur la théorie du filament glissant de base, on s'est dit, hey, dans la longueur de repos, c'est là que vous expérimentez le plus grand moment de force. Or, c'est faux, parce qu'avec cette théorie revisitée, eh bien, on voit que lorsque l'on arrive proche de cette fin d'amplitude de mouvement, c'est à ce moment-là qu'on expérimente le plus grand moment de force. Et par conséquent, la plus grande tension mécanique, indépendamment du ressenti, c'est-à-dire de la production de force que vous vous sentez apte à générer. Okay, certes, vous allez lever peut-être moins de poids qu'en fin d'amplitude de mouvement, mais d'un point de vue physiologique et physique, c'est à ce moment-là que le moment de force est le plus élevé. Okay, et par conséquent que vous avez la tension mécanique la plus élevée et par conséquent ce qui vous permet de créer le plus de muscles. Et c'est pourquoi travailler en fin d'amplitude de mouvement, indépendamment de vos insertions, indépendamment de la longueur de vos os, etc., pour la plupart des cas, et on va parler de ça après, eh bien c'est ce qui va favoriser votre prise de muscle, d'accord? C'est pas moi qui le dis, les gens pensent que je sors ça à mon chapeau. Non, toujours travailler en fin d'amplitude de mouvement, c'est pas vrai. Je vais vous dire quand ne pas travailler en fin d'amplitude de mouvement et quand travailler, mais encore une fois, c'est indépendamment de votre corps, de vos longueurs osseuses, etc. etc. Okay, j'espère que ça a du sens pour vous ici. Maintenant, un point qui est important à mentionner encore une fois en continuant de parler de ce stretch mediated hypertrophy, c'est que cette sarcomérogénèse va arriver relativement rapidement. C'est-à-dire que relativement rapidement, au bout de quelques semaines, votre position de stretch va créer des résultats et donc des adaptations. Vous allez avoir plus de sarcomères, et ce qui veut dire que en fait vous allez avoir une nouvelle longueur de repos. Je vous rappelle, c'était ça. En fait, quand on étire, on rajoute plus de sarcomères en série. Et du coup, on va avoir une nouvelle longueur de repos, ce qui veut dire la nouvelle longueur optimale où vous pouvez produire plus de force, ok? Activement, qu'on soit clair ici. Et donc, ce qui va se passer, c'est que, ou l'erreur qui est souvent commise, une des limitations qui est mal comprise et mal appliquée, c'est que si vous ne comprenez pas que
votre position de stretch par le passé n'est plus votre position de stretch à l'heure actuelle, vous n'allez plus bénéficier de cette hypertrophie longitudinale si vous continuez à utiliser la même position. Je m'explique ici. Si vous utilisez par exemple un squat et que tout en bas du squat, eh bien, ça étire bien vos muscles fessiers, vous allez pouvoir bénéficier de cette hypertrophie au niveau de vos muscles fessiers. Mais au bout d'un moment, vous avez augmenté votre flexion de hanche. Et quand vous descendez tout en bas de votre squat, au final, ça n'étire pas complètement vos muscles fessiers. Parce que vous avez tout simplement accès à plus d'amplitude de mouvement. Et bien là, on ne va plus bénéficier de ces gains d'hypertrophie longitudinale parce qu'on n'est plus théoriquement à notre vraie fin d'amplitude de mouvement. C'est là qu'on doit adapter nos exercices pour que on puisse continuer à challenger constamment nos fins d'amplitude de mouvement, éventuellement, si c'est nécessaire, si ça fait sens. Parlons maintenant de l'opposé de ce stretch mediated hypertrophy qu'on appelle contraction mediated hypertrophy. En gros, l'hypertrophie médiée par la contraction volontaire. Donc ça, c'est le grand classique. Lorsque vous contractez vos muscles, eh bien, ce qui va se passer, c'est que on va justement créer, on va former ces ponts croisés entre ces protéines, ces filaments de myosine et d'actine, et c'est ce qui va nous permettre ensuite de résulter en cette hypertrophie myofibrillaire. On va avoir cette juxtaposition de myofibrilles au sein de nos fibres musculaires qui vont nous permettre de faire grossir nos fibres musculaires et donc de prendre du muscle. Et du coup, les lengthened partials, eh bien, qu'est-ce que c'est au final? On a compris, on a des résultats qui arrivent lorsqu'on stretch nos tissus, lorsqu'on les ramène en fin d'amplitude de mouvement et lorsqu'on les contracte également. Et le débat, au final, qui ne devrait pas avoir lieu ici, pour cette première conclusion, c'est de dire, les gars, ok, on a compris qu'il y a une façon d'allier les deux types d'hypertrophie qui peuvent être créés par le stretch et par la contraction volontaire. Stretch mediated hypertrophy et contraction mediated hypertrophy. Et on a créé un peu le blend des deux. On s'est dit, tu sais quoi? On n'a pas à choisir à juste tenir la position stretch passivement ou juste faire des contractions en milieu d'amplitude de mouvement. Non, on peut faire les deux grâce à cette nouvelle théorie du filament glissant qui nous montre que en rajoutant justement cette fin d'amplitude de mouvement et cette contraction volontaire, on a cette molécule en plus qui va nous permettre d'augmenter notre moment de force et d'expérimenter la plus grande tension mécanique. Eh bien, on va observer des plus gros gains d'hypertrophie. Ok? Donc ça, vraiment, c'est ce qu'il faut garder en tête et c'est pour ça que ça a été si populaire et c'est pour ça que je prêche ça depuis longtemps, parce que ça offre plus de gains pour ces raisons-là, parce qu'on combine le meilleur de tous les mondes dans quasi tous les cas. Mais on va parler de certaines limitations, bien entendu, parce que tout a ses limitations. Donc, le premier truc à garder en tête, c'est que, comme je l'ai dit, le stretch mediated hypertrophy ne fonctionne que lorsque on ramène un tissu en fin d'amplitude de mouvement. Et c'est là qu'il faut distinguer la fin d'amplitude de mouvement d'un tissu de la fin d'amplitude de mouvement d'un exercice. Comme je vous ai donné l'exemple dans le squat. Encore une fois, exemple du squat, mais pour les quadriceps. Lorsque vous descendez tout en bas dans votre squat, vous fléchissez au maximum vos genoux. Et du coup, vous avez fléchi au maximum vos genoux. Certes, c'est un truc, c'est la fin d'amplitude de mouvement de votre squat, mais ce n'est pas la fin d'amplitude de mouvement au niveau de vos quadriceps. D'accord? Donc c'est là que l'on doit considérer le tout et se dire, hey, tu vois, je dois distinguer les deux. Et c'est l'erreur que beaucoup d'influenceurs font, c'est qu'ils se disent, ok, j'ai compris que je dois passer plus de temps en fin d'amplitude de mouvement pour profiter de ces lengthened partials. Et du coup, ils ne font que des demi-squats. Et il y a des raisons pour le faire, mais pas pour cette raison-là, ok? On fait que des demi-squats ou des demi-X ou Y exercices qui sont en fin d'amplitude de mouvement, mais qui ne ramènent pas forcément nos tissus en fin d'amplitude de mouvement. Donc il faut distinguer les deux, et c'est un truc que j'aborde dans le programme Mentorship. Ceux qui ont fait le séminaire depuis le premier séminaire savent de quoi je parle. Vous allez vous dire, ah ouais, en fait, le gars, il avait dit ça depuis. Maintenant, parlons ici des cas pratiques et essayons d'extrapoler toutes les informations avant que je vous dise exactement qu'est-ce qui peut être utilisé en fin d'amplitude de mouvement, qu'est-ce qui ne peut pas être utilisé d'après mon expérience et d'après la science ici. Alors, comme je l'ai dit, les premières études qui ont été faites par rapport à ce sujet ont été faites sur les amplitudes de mouvement complètes, ce qu'on appelle le full range of motion, et les positions d'étirement à contraster aux positions raccourcies, ok? Ce que j'ai mentionné au tout début de l'épisode. Et les amplitudes complètes de mouvement et les positions d'étirement sont supérieures aux positions raccourcies. Il n'y a pas photo là-dessus. Première interprétation. Souvent, ce qui va se passer, c'est que dans ces cas d'études, on va analyser les gains d'hypertrophie. Et là, je vais vous donner encore du free game. Ceux qui ont fait mon programme Mentorship savent exactement de quoi je parle et savent l'organiser. On va analyser la prise de muscle au niveau de différentes parties de nos muscles. En général, on va se dire, ok, sur la longueur du fémur des participants, on va
prendre une mesure à 25% de la longueur, 50% de la longueur et 75% de la longueur, 75% de la longueur. Et on va observer que en fonction des amplitudes de mouvement qui ont été testées de groupe 1 à groupe 2, on va avoir des gains au niveau d'une partie plutôt que d'une autre partie. Par exemple, un groupe qui a utilisé une grande amplitude de mouvement va avoir une adaptation jusqu'à 75% du fémur au niveau des quadriceps. L'autre qui a utilisé une amplitude raccourcie va avoir une adaptation que sur 25%. Donc vous voyez que, encore une fois, l'adaptation est spécifique à l'angle. Et souvent, ce qu'il faut garder en tête ici, c'est que malgré le fait que vous utilisez une amplitude complète de mouvement, eh bien, la position raccourcie reste quand même bénéfique. Vous voulez quand même l'utiliser parce que c'est ce qui va vous permettre de combler le fossé ou au moment où on se dit, hey, tu vois, certes, la position d'étirement, c'est ce qui va créer le plus grand transfert de force au sein de notre muscle et par conséquent, la plus grande adaptation sur la plus grande partie du muscle, mais il reste une partie qui est négligée. Et cette partie qui est négligée peut être entraînée grâce à la position raccourcie. Et c'est pour ça que par le passé, d'ailleurs, je me permets encore une fois de parler d'études vu qu'on est dans le sujet ici. À l'époque, il y a eu ce débat entre squat et hip thrust. Quel est le meilleur exercice pour prendre des muscles fessiers? Donc ils ont testé, ils ont fait 2 groupes. Je crois que c'était avec 32 femmes, 32 participantes, niveau intermédiaire avancé. Et c'est le groupe des squats qui a pris plus de muscles plutôt que le groupe des hip thrust. Et pourquoi c'était le cas? Et je dis ça depuis des années. Et vous pouvez écouter mes podcasts où je parlais de ça déjà à l'époque. Pourquoi c'est le cas? Parce que quand on se met dans une position de squat, pour la plupart des gens, c'est pas le cas pour tout le monde, il faut la mobilité de chacun, on va ramener nos fessiers en position d'étirement. Et lorsqu'on ramène ces fessiers en position d'étirement, eh bien on va bénéficier de ce qu'on appelle ce stretch mediated hypertrophy et on va bénéficier de ce qu'on appelle de contraction mediated hypertrophy. Okay? Mais quand on travaille sur le hip thrust, on va pas bénéficier de cette position d'étirement. Mais on va pouvoir quand même travailler sur des angles qui ne sont pas travaillés lors du squat. Ce qui veut dire que les deux ne doivent pas être opposés, mais les deux sont complémentaires ici pour travailler sur la plus grande quantité de muscles. Aussi simple que ça, les amis, c'est du free game. C'est du free game. Cet épisode devrait être payant pour les professionnels du sport et de la santé. Sinon, dernière étude qui a été faite récemment, qui a été intéressante, qui a été faite par Brad Schoenfeld et d'autres collaborateurs et fondée entre autres par un influenceur fitness aux États-Unis qui s'appelle Jeff Nippard, qui est axé vraiment sur l'hypertrophie, etc., etc. Et du coup, ce qui est marrant, c'est que cette étude est intéressante du fait que souvent, on disait que le stretch mediated hypertrophy, donc en gros, ces gains hypertrophiques liés à l'étirement, étaient bénéfiques uniquement pour les débutants. Et moi, je ne pense pas être un débutant. J'ai observé ça depuis un moment. Encore une fois, je vous le dis, plusieurs années maintenant. Et du coup, ils sont venus chambouler le tout parce qu'ils ont fait une étude récente où ils ont pris des participants avec un niveau avancé. Les gars, c'est 45 cm de tour de bras. C'est tout sauf des débutants. Okay, c'est des gars et des gaz qui étaient vraiment balèzes et qui savaient vraiment s'entraîner. Vraiment, vous voyez les photos, et carrément, il y a les photos, on voit les bras. C'est du sérieux, les amis. C'est des vrais adeptes de musculation, de bodybuilding et ils savent de quoi ils parlent. Et du coup, ils ont testé un protocole. Ils se sont dit, OK, on va tester full range of motion. Donc amplitude complète de mouvement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne l'ont pas fait par groupe, c'est-à-dire qu'ils l'ont fait par membre. Ils ont dit, on va entraîner un bras avec amplitude complète de mouvement et l'autre bras ou l'autre membre, on va l'entraîner avec amplitude partielle dans la position d'étirement, aka le lengthen partial. Donc ça enlève complètement tous les biais qu'il pourrait avoir éventuellement en se disant oui, non, mais l'autre est plus entraîné, l'autre est moins entraîné, l'autre n'a pas fait ça bien. Non, non, c'est un bras, l'autre bras pour la même personne. Donc la moyenne va être plus ou moins correcte et plus ou moins pertinente. C'est le terme que je cherchais ici. Et du coup, ils ont testé 2 trucs. Ils se sont dit, on va tester la prise de masse, l'hypertrophie au niveau des biceps avec un protocole bien précis. Et ils ont testé également la force, endurance au niveau des dorsaux. Au niveau des dorsaux, ce qui est très, très intéressant, c'est qu'ils ont testé les dorsaux en position d'étirement, c'est-à-dire sur un single arm lat pull down, c'est-à-dire un tirage vertical, mais à un bras. Tirage vertical à un bras avec que des demi-reps dans la position d'étirement, donc que vers le haut, et l'autre où on descend tout en bas et on remonte tout en haut. Et le résultat a été le suivant de cette étude, c'est que il n'y a pas de changement significatif entre une méthode ou l'autre méthode. C'est-à-dire qu'en gros, que vous travaillez avec des amplitudes partielles en position allongée ou amplitude complète de mouvement, les gains au final vont être les mêmes. Et la conclusion de beaucoup, c'est de dire, hey, mais
Alors dans ce cas-là, il faut faire que des amplitudes partielles parce que ça sert à rien de faire des amplitudes complètes de mouvement. Ou les autres qui sont contre les amplitudes partielles de mouvement, qui disent non mais en fait ça nous montre que justement les amplitudes partielles c'est pas un truc en plus, autant travailler avec des amplitudes complètes de mouvement. Et ça me fait rire encore une fois parce que c'est mal comprendre le tout. Alors, je vais donner mon avis là-dessus et je l'ai dit aux élèves du programme Mentorship encore une fois, au séminaire, les amis, inscrivez-vous au séminaire, c'est un vrai game changer parce que je redis, je répète. C'est mal comprendre le tout. Pourquoi? Lorsque vous utilisez un exercice qui a un certain profil de résistance, et lorsque dans ce profil de résistance, la partie qui est challengée est la partie en fin d'amplitude de mouvement, eh bien, effectivement, le poids va être dicté par cette fin d'amplitude de mouvement et qui est là où vous êtes le plus faible. En d'autres termes ici, si je prends le single arm lat pull down, qui est le tirage vertical à un bras, si je venais à faire des demi-reps depuis le milieu jusqu'à tout en bas, je pourrais prendre un poids qui serait beaucoup plus conséquent que ce que je pourrais faire dans la portion haute du mouvement. Ce qui veut dire en d'autres termes que la portion basse du mouvement n'est pas challengée de manière appropriée parce que les adaptations et la production de force est angle spécifique. Pour avoir une adaptation supérieure, eh bien, ce qu'il faudrait faire, c'est justement utiliser un poids supérieur pendant la partie du milieu de l'amplitude de mouvement, ok, et se dire, ok, je travaille avec un poids qui correspond à ce milieu d'amplitude de mouvement et cette fin ici lorsque j'arrive tout en bas. Maintenant, on utilise un poids au final qui est dicté par cette fin d'amplitude de mouvement, là où on a la position d'étirement, avec un poids qui correspond à cette position d'étirement. Donc forcément, si le poids est dicté par cette fin d'amplitude de mouvement, cette position d'étirement, ce poids qui correspond à ces angulations-là, eh bien l'adaptation va être dictée par ces intensités-là, par ce poids-là. J'espère que c'est clair ce que je viens de dire ici. En d'autres termes, je pense que l'étude pertinente à faire, si on voulait vraiment contraster le tout, c'est de se dire, ok, on va travailler avec un poids approprié en milieu d'amplitude de mouvement et on va contraster le tout à ces demi-reps en fin d'amplitude de mouvement, position raccourcie, ou alors un poids qui arrive à s'ajuster où tu arrives en milieu d'amplitude de mouvement et avec une résistance accommodante. Là, ça correspond à un poids qui est plus approprié au milieu de l'amplitude de mouvement. Là, je pense qu'il y aurait débat et on verrait ce qui serait plus pertinent, ok? Moi, je pense que dans ce cas-là, si on utilise la résistance accommodante, eh bien, l'amplitude de mouvement complète gagne sur l'amplitude de mouvement partielle, bien entendu, parce que le poids va être ajusté au niveau de chaque angle. Quoi qu'il en soit, eh bien, cette étude était très intéressante parce qu'elle a montré qu'en travaillant simplement avec des amplitudes partielles, en respectant le poids dicté par le profil de résistance de l'exercice, eh bien, on peut avoir des gains similaires qu'avec l'amplitude complète de mouvement. Okay, et c'est ce que je dis depuis des années, c'est ce que je dis dans mon programme Mentorship. Et ça enlève également le fait que ce n'est que pour les débutants. Non, ça s'applique également pour les gens entraînés qui sont avancés. Donc gardez ça en tête. Maintenant, on en vient au truc intéressant. C'est que certains groupes musculaires sont plus propices aux gains en position d'étirement dû à plusieurs facteurs. Dû à un premier facteur qu'on a abordé auparavant, qu'on a appelé la relation tension-longueur. Il s'avère que certains muscles ont des relations tension-longueur qui sont différentes, c'est-à-dire qu'ils vont répondre différemment. Certains vont mieux répondre lorsqu'ils sont en position plutôt raccourcie ou d'autres plutôt dans la position où ils sont en train de s'étirer, d'accord? Et c'est là que je pense qu'il y a pas mal de controverses parce que ça va dépendre également, tout ça c'est testé sur des individus, c'est-à-dire qu'on regarde un individu ou un groupe d'individus et on se dit, on regarde où il y a une activation qui est plus intéressante. Et selon mon expérience, après avoir analysé des centaines de personnes, eh bien ce qui se passe c'est que on n'a pas accès souvent à certaines amplitudes de mouvement lorsqu'on arrive dans les positions raccourcies et dans les positions allongées. Et on n'a pas accès dû à notre manque de mobilité et manque de contrôle moteur au niveau de certaines articulations. Ce qui veut dire qu'on n'a pas de contrôle au niveau de toute la musculature autour de ces articulations et par conséquent, on n'arrive pas à les recruter de manière optimale. Ce qui vient biaiser du coup ce qu'on trouve dans ces recherches-là en se disant hey, tu vois, apparemment on n'arrive pas à ressentir le muscle dans cette position-là. Mais est-ce qu'on n'arrive pas à le ressentir parce que notre anatomie est faite comme ça ou parce que tout simplement la plupart des gens n'ont pas accès à ces amplitudes-là et par conséquent n'arrivent pas à recruter leur tissu de manière optimale dans ces amplitudes-là. Voilà. C'est ce qu'il faut garder en tête. C'est un des cas qui pourrait défendre le fait que ces fins d'amplitude de mouvement, ces lengthened partials, ne devraient pas être utilisés surtout les tissus parce qu'on a des relations tension-longueur au niveau de chaque muscle et on a également ce qu'on appelle des bras de levier internes qui sont légèrement différents au niveau de chaque muscle et même de chaque individu. Là on en revient au truc vrai de la morpho-anatomie où on a des insertions qui vont être légèrement différentes, ce qui va changer un peu le bras de levier de chaque individu ici, ok, et de chaque groupe musculaire au niveau de chaque individu. Quoi qu'il en soit,
ce que la recherche nous dit, c'est que en grande majorité, la plupart des tissus répondent de manière favorable à la position d'étirement. Et je vais vous dire ici, selon mon expérience dans un premier temps, parce que j'ai fait une liste, et ensuite, je vais vous dire ce que la recherche dit exactement, parce qu'ils ont fait une belle analyse ici, en mettant un tableau, en répondant exactement à ce qui répond et ce qui ne répond pas. Ok. Ici, laissez-moi reprendre la liste ici. Ok. Alors, cette recherche empirique qui a été faite, parce que je vous dis, je parle de ces lengthened postures depuis 4-5 ans. Je fais mon mentorship en 2019, donc voilà, je vous laisse calculer, 5 ans maintenant. Et du coup, eh bien, j'ai déjà commencé à expérimenter. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait certains tissus qui répondaient très bien à cette position de fin d'amplitude de mouvement, où je sentais des gains supérieurs. Et attention, des gains supérieurs, malgré le fait que le ressenti n'était pas forcément supérieur. Exemple, je fais un exercice pour les ischio-jambiers, eh bien, je sens une meilleure contraction volontaire quand je suis en milieu d'amplitude de mouvement, mais où je vais ressentir le plus de gains vraiment sur le long terme, eh bien, c'est quand je ramène mes ischio-jambiers en fin d'amplitude de mouvement, en position d'étirement, par exemple, comme sur un deadlift roumain. Okay, donc, vous l'aurez compris, vraiment, c'est un truc à distinguer ici, comme pour l'exemple du squat. Vous sentez plus vos fessiers sur le hip thrust que sur le squat, mais c'est le squat qui offre plus de gains parce que, pour tout ce que j'ai mentionné jusqu'à maintenant. Et un truc que j'ai observé souvent en testant, c'était de me dire, ok, si je vois qu'il y a une différence significative de plus de 25-30% entre les charges que je pourrais produire avec un exercice en fin d'amplitude de mouvement versus un exercice avec milieu d'amplitude de mouvement, eh bien, ça me dit que ce muscle-là est plus performant, c'était mon raisonnement empirique ici, lorsque je travaille avec le milieu d'amplitude de mouvement. Okay, je vous donne l'exemple ici, on va continuer à chercher. Okay, donc ici, selon moi, les muscles qui répondent bien aux positions d'étirement. On a les pecs, par exemple, sur un développé couché, sur les fly, etc. etc. Okay, si on travaille avec, justement, avec ces fins d'amplitude de mouvement où le stretch est maximisé, eh bien, c'est là qu'on va observer le plus de gains. Et d'un point de vue empirique, tout le monde le sait. Les bodybuilders qui font des demi-reps dans les positions basses, pourquoi ils font ça depuis la nuit des temps? Pour ceux qui sont familiers avec les méthodes, ce qu'on appelle les sevens, les 21s, pardon, on fait 7 répétitions d'un angle, 7 répétitions de l'autre angle, etc. Les 1.5 reps, les 1.25 reps, où on fait des quarts de reps ou des demi-reps tout en bas de la position du mouvement. Pourquoi? Parce qu'on va challenger cette fin d'amplitude de mouvement. Les quadriceps répondent bien également à cette position d'étirement. Voilà pourquoi je suis un grand fan des CC squats. Je prêche les CC squats à l'époque où tout le monde diabolisait le fait de ramener ses genoux vers l'avant. Okay, les reverse nordiques également, super exercice pour les quadriceps. On les ramène en position d'étirement. Il y a très peu d'exercices qui nous permettent justement de viser ces fins d'amplitude de mouvement. Les ischio-jambiers, comme je l'ai dit, répondent bien aux fins d'amplitude de mouvement. Maintenant, selon mon expérience, les deltoïdes postérieurs et latéraux répondent bien à ces fins d'amplitude de mouvement. J'ai fait des vidéos YouTube sur le sujet il y a 2 ans de cela. Les mollets répondent bien également à cette fin d'amplitude de mouvement selon mon expérience. Donc on travaille que sur la portion basse. La littérature le dit autrement. Je vais expliquer exactement ce qu'elle dit. Elle fait une distinction ici. Les biceps c'est un peu particulier. Les biceps c'est particulier parce qu'on parle d'un muscle ici qui est biarticulaire, c'est-à-dire qu'il va traverser 2 articulations. Il y a 2 articulations qui vont influencer les biceps. Et les biceps, eh bien, figurez-vous que ce qui va vraiment bouger lorsqu'on va travailler sur ces biceps, eh bien, c'est le coude. On va chercher à faire une flexion du coude. Et on peut étirer ces biceps de 2 façons. En étirant complètement le coude, et là, c'est ce qu'on va retrouver dans un preacher curl, et ce qu'on va retrouver dans un bicep curl sur banc incliné où on ramène son épaule en extension. L'erreur qu'on fait, c'est de ramener son épaule en extension sans ramener son coude en extension. Donc si on ramène simplement ses bras vers l'arrière et que nos bras sont complètement perpendiculaires au sol, lorsqu'on va initier le mouvement, on aura un peu de tension en fin d'amplitude de mouvement, mais la tension ne sera pas optimisée. C'est pourquoi on va observer des gains qui seront moindres sur les bicep curls inclinés. Et je vais vous donner le petit tip ici, qui est un vrai game changer. Ce que vous voulez trouver, parce que la plupart des gens n'ont pas une extension d'épaule de 90 degrés, ok? Donc ce que vous voulez faire, c'est trouver une inclinaison au niveau de votre banc. Ça peut être de 20, 30, 40 degrés, ça va dépendre de vraiment votre mobilité. De façon à ce que votre bras, lorsqu'il se trouve posé au sol contre le banc, soit
vers l'arrière, ok, donc on a une extension d'épaule, on sent un stretch au niveau des épaules qui est tolérable et qui nous fait pas mal, mais qui est légèrement vers l'avant. De cette façon-là, eh bien, on a toujours une tension sur le coude va être étiré. Si le bras est complètement perpendiculaire au sol, eh bien, on n'a pas d'étirement au niveau de l'autre articulation du coude qui va nous permettre d'étirer complètement les biceps. Donc on doit trouver une inclinaison qui nous permet d'avoir justement cette extension au niveau des épaules et cette extension au niveau du coude. Et là, vous allez vraiment avoir des gains. Et je pense que la plupart des recherches n'ont pas fait ce travail-là. Encore une fois, il faut comprendre l'exercice pour le manipuler pour avoir des vrais gains. Sinon, les preacher curls, eh bien, ça va offrir des gains extraordinaires. Ensuite, les fessiers selon moi, fessiers moyens, petits, je trouve que en position d'étirement, c'est là qu'on va observer le plus de gains, le plus de transfert également sur la performance. Okay, donc, lorsqu'on va faire par exemple un curtsy lunge, si on adapte l'exercice, le curtsy lunge avec un leg mile, avec un câble, etc. Là, je pense que c'est super intéressant. Le grand fessier également sur ces fibres qui sont responsables de l'abduction. Sur l'extension également, il y a de la recherche qui vient controverser un peu tout ça, mais selon mon expérience, ça répond bien. Voilà pourquoi sur le squat, eh bien, on a des gains au niveau des adducteurs, mais on a des gains également au niveau des muscles fessiers qui sont supérieurs à d'autres exercices en milieu d'amplitude de mouvement ou alors en fin d'amplitude de mouvement raccourci. Maintenant, quels sont les exercices qui répondent moins bien? Ces exercices où vous ne voulez pas passer trop de temps en fin d'amplitude de mouvement. Et bien là, ça devient un peu tricky. Je vais commencer avec le premier qui est très complexe. Les dorsaux. Parce que lorsqu'on pense aux dorsaux, exercice en fin d'amplitude de mouvement, vraiment lorsqu'on va étirer au maximum sur ce qu'on appelle le plan sagittal, donc les bras vers l'avant, on va penser ici à ce qu'on appelle les straight arm lat pull down, donc les lat pull down tirage avec les bras tendus, ou alors ce qu'on appelle également les prayer lat pull downs, ok. Donc comme si on priait, en gros on ramène ses bras vers le bas avec un câble, ou alors les, comment on appelle ça, les pull-over, ok, le dumbbell pull-over avec halter, où on va étirer complètement vers l'arrière. Certains vont dire c'est pour les pecs, certains vont dire c'est pour les dorsaux. J'ai fait une vidéo là-dessus il y a plusieurs années maintenant également. Allez checker tout ça qui vient mettre fin à ce débat de go muscu. Il me fait rire ce débat. Quoi qu'il en soit, et bien selon moi justement quand on fait ces exercices de straight arm lat pull down en fin d'amplitude de mouvement, je pense que il y a plus de triceps qui peut prendre le dessus que les dorsaux. Ok. Je pense là vraiment que c'est un exercice où je me dis ah ça pour les dorsaux c'est pas super intéressant. Maintenant sur un chin-up ou un tirage vertical avec les deux bras, avec le bras la charge qui nous tire vers le haut ou la charge qui nous tire vers le bas avec les tractions, où on a quand même un étirement conséquent qui n'est pas l'étirement qui est maximisé, je dirais, comme sur un pullover. Eh bien, je pense que là, on a quand même les bénéfices de l'étirement et ce sont des exercices qui sont supérieurs en termes de gains hypertrophiques. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on est beaucoup plus fort et on ressent plus ces dorsaux lorsqu'on arrive dans la portion basse que lorsqu'on est tout en haut. Mais rappelez-vous, on ne peut pas se baser uniquement sur le feeling pour dire ce qui est plus optimal d'un point de vue prise de muscle et d'un point de vue gain. Alors, c'est là où c'est un peu controversé, c'est un peu compliqué à déterminer. Je pense vraiment que la limite va être justement tout ce qui va être traction, chin-up pour maximiser ses gains au niveau des dorsaux d'après mon expérience empirique. Maintenant, celui qui a été une grande découverte pour moi a été les triceps. Parce que les triceps, je pense qu'en travaillant en fin d'amplitude de mouvement, où on va ramener son épaule en extension et fléchir complètement son coude, eh bien, on va générer une tension mécanique qui est tellement moindre par rapport aux exercices polyarticulaires qui vont avoir une dominance au niveau des triceps que ce n'est pas que ça ne vaut pas la peine d'utiliser ces exercices d'isolation en fin d'amplitude de mouvement en position allongée, mais je dirais que on doit prioriser les exercices polyarticulaires qui nous permettent de générer un maximum de tension. Prenons l'exemple ici concret. Si je vais faire un tricep push down en isolation, c'est très bien, mais je pense qu'on aurait plus de gains à faire des dips, à faire un close grip bench press, parce qu'on arrive à générer une tension mécanique qui est bien supérieure. Et ça, c'était constaté que à travers mon expérience empirique. Maintenant, la recherche va nous dire également que on va viser différentes parties des triceps, parce qu'on a différents points d'attache au niveau des triceps. Et du coup, pour travailler sur la portion longue des triceps, il serait bénéfique de travailler avec ses épaules ici en flexion complète. Je crois que j'ai dit extension avant. En flexion complète ici, donc ses bras vers le haut et fléchir son coude. On va biaiser le signal plutôt sur une partie justement de ces triceps. Les triceps donc qui sont composés de 3 muscles ici. Ok. Donc éventuellement, c'est un peu vrai des deux côtés.
travailler principalement, je dirais, avec des exercices polyarticulaires en milieu d'amplitude de mouvement et essayer de contrebalancer le tout pour cette partie des triceps bien précise en position d'étirement. Maintenant, le muscle qui répond le moins bien selon moi à position d'étirement, parce que c'est assez complexe, je dirais que ce sont les trapèzes supérieurs. Trapèzes supérieurs, là, je pense qu'on a vraiment un meilleur résultat lorsque on travaille en position raccourcie. Donc voilà, le dernier muscle qui me fait du doute encore une fois sont les deltoïdes antérieurs. Je pense qu'on a plus de gains également en travaillant en position, en milieu d'amplitude de mouvement. Mais ça c'est complexe. Quand je regarde les gymnastes qui travaillent également beaucoup en position d'étirement d'un point de vue empirique ici, et la recherche nous dit qu'ils répondent bien également aux positions d'étirement. Voilà, c'est un peu complexe, je pense que j'ai pas assez d'expérience au niveau des deltoïdes antérieurs pour être honnête avec vous. Je l'intègre, mais pas aussi souvent que nécessaire. Maintenant, je vais vous dire ce que la recherche nous dit ici, en résumé, sur ce beau papier qui a été publié ici. Je crois que c'est de 2023-2024. Ok, donc il nous dit ici, les gastronémiens may not necessitate training. Donc je vais traduire ici directement. Ils disent que les gastronémiens ne nécessitent pas d'entraînement en fin d'amplitude de mouvement, ok, qu'ils répondent bien aux amplitudes raccourcies. Donc gastronémiens, on parle ici de la partie superficielle au niveau des mollets, ce qu'on appelle souvent les jumeaux, ok, les deux parties côte à côte. Maintenant, la partie plus profonde au niveau des mollets qu'on appelle les solaires, en anglais soleus, qui eux répondent mieux qui ont des gains, expérimentent des gains hypertrophiques supérieurs aux positions d'étirement. Les quadriceps, pareil, la recherche a démontré qu'on a des meilleurs gains d'hypertrophie plus la longueur est prononcée. Les ischio-jambiers, hamstrings, toutes les parties des ischio-jambiers répondent mieux aux positions d'étirement. Le grand fessier, gluteus maximus, la recherche a démontré que les grands fessiers répondent de manière favorable aux grandes amplitudes de mouvement, mais que la tension force-longueur est encore inconnue. Les lats, donc les dorsaux, okay, le grand dorsal, likely experience greater hypertrophy, qui répond probablement mieux aux grandes amplitudes de mouvement. Okay. Encore une fois, je ne sais pas comment ça a été testé ici. J'ai pas lu celui sur les dorsaux. J'en ai lu d'autres sur les dorsaux, mais pas ceux qui sont mentionnés, la recherche qui est mentionnée ici. Ensuite, on a ici pec major, donc les pectoraux ici qui expérimentent une plus grande hypertrophie aux positions d'étirement. Et ensuite, on a le groupe des deltoïdes. Ils disent ici que les trois têtes des deltoïdes, donc les trois, on n'appelle pas ça les trois têtes en anglais, on appelle ça les all three heads. En anglais, on appelle ça comment? Les trois chefs. Les trois chefs, en français, les trois chefs des deltoïdes expérimentent de meilleurs gains hypertrophiques en position d'étirement. Posterior deltoid is not active on the descending portion. Okay. Ensuite, on a les trapèzes. Les trapèzes ne nécessitent pas de travailler en position d'étirement. Donc voilà, trapèze ne nécessite pas. Ça rejoint ce que je dis d'un point de vue empirique, ok? Et j'ai pas adapté le tour en se basant sur ça. Les biceps, make not necessitate training a longer length. Donc les biceps ici, c'est là qu'on va avoir un désagrément. Et il y a plusieurs, là j'ai lu plusieurs recherches là-dessus. Donc les biceps ici, ce qu'ils disent, ils ont conclu que ça ne nécessite pas de travail en fin d'amplitude de mouvement. Et j'ai lu plusieurs études. Il y a des études qui montrent que effectivement on a des meilleurs gains en position d'étirement et des études qui ont comparé justement deux groupes travaillant en milieu d'amplitude de mouvement et d'autres en fin d'amplitude de mouvement et on a vu des gains qui étaient similaires. Donc ce n'est pas nécessaire. Mais attention, similaire, ça veut dire justement, contrario de ce que tous les fanas de vous dire oui, la longueur des muscles, etc. vous disent, on a des gains qui sont similaires. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence significative, mais les gains sont similaires malgré le fait qu'on arrive à produire moins de force et lever moins de charge. Donc encore une fois, les gains sont similaires ici, donc c'est pas nécessaire. Maintenant, les triceps, likely relevant, muscle length, likely relevant for maximizing. Les triceps, ils disent ici que ce n'est pas pertinent de travailler en position d'étirement pour l'hypertrophie. Donc ça rejoint plus ou moins ce qu'on a dit à l'opposé des biceps ici. Encore une fois, je vous parle d'expérience empirique depuis 5 ans. C'est pas nouveau pour moi ici. J'espère que cet épisode vous aura aidé. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'inclure des exercices en position d'étirement en isolation où vous cherchez l'étirement. Vous n'êtes pas marié à un exercice en disant non, je vais chercher l'étirement, je vais ajuster la position pour que je puisse maximiser l'étirement en isolation. Ça peut être intéressant, mais continuez à faire vos exercices polyarticulaires avec amplitude complète de mouvement pour vos gains de force, pour vos gains hypertrophiques. De toute façon, c'est ok de le faire, ok? Mais il y a certains exercices qui peuvent être faits avec des demi-reps en fin d'amplitude de mouvement pour deux raisons.
un, parce qu'on va bénéficier justement de ces gains des lengthened partials. Et de deux, parce que aller au-delà de cette fin d'amplitude de mouvement, eh bien, on n'a plus de force qui est ressentie. Je pense à un exercice de triceps ici, extension katana, où vous avez le bras au-dessus de la tête et vous tendez le bras. Eh bien, au final, la tension est expérimentée que quand vous êtes dans cette position allongée ici, ok? Lorsque vous tendez complètement le bras, la dernière portion, il n'y a pas de tension, ok? Y a pas, la force qui est ressentie là, dans cette portion-là, elle est insignifiante, ce qui veut dire que ça ne va rien créer du tout. Et par conséquent, on peut la skipper, on peut la laisser de côté et travailler que avec ces demi-reps en position d'étirement. Les amis, j'espère que cette masterclass vous aura plu, qu'elle aura remis les points sur les i, et je vous le dis, ça va venir dans la francophonie. Vous allez voir plein d'influenceurs qui vont parler de ça, etc. Vous savez qui était là depuis le début. Dans tous les cas, les amis, j'espère que ça vous servira. Dans mes programmes, vous retrouvez tout ça de manière très organisée. Et dans mon programme Mentorship, bien entendu, je vous apprends le tout de A à Z. C'est, encore une fois, j'ai été critiqué plein de fois pour plein de sujets. Plein de sujets où on avait un temps d'avance. Et le temps, l'histoire vient nous dire qui a raison, qui n'a pas raison. Laissons l'histoire faire les choses. Les amis, inscrivez-vous. Le lien dans la description pour tout le programme et pour le programme Mentorship. Je n'en dis pas plus. Nous, on se voit, /, parle très bientôt. Peace. C'était le K-Sui Show. Si vous avez apprécié le podcast, abonnez-vous, partagez-le avec vos amis. À très bientôt. Peace.